Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 5 septembre 2014, les principaux titres du journal. Des textes examinés hier par le gouvernement relatifs à la représentativité des centrales syndicales, à la stratégie de développement du secteur des pêches ou encore au fonds d'aide publique à la presse privée mauritanienne. Une force, celle de l'OTAN, qui vient d'être créée par l'OTAN, l'Alliance Atlantique, donc pour une intervention rapide en cas de besoin. C'est la mobilisation internationale contre la fièvre Ebola, particulièrement son épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Il nous faut encore revenir ce soir sur les conseils des ministres d'hier et les textes qui ont été examinés à cette occasion. Des textes qui ont été également commentés après la réunion du conseil par les ministres concernés, bien des textes qui concernent particulièrement les centrales syndicales et les représentativités, ou encore la stratégie de développement du secteur de la pêche, ou encore la restructuration du fonds d'aide à la presse privée mauritanienne. Surtout cela, des précisions avec Yedali Fall. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret, dont un projet de décret relatif à la détermination de la représentativité des organisations syndicales. Au cours de ce Conseil, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a présenté une communication relative à l'élaboration d'une stratégie de développement du secteur des pêches. Cette communication vise à définir une stratégie de développement durable pour le secteur de la pêche pour la période 2015-2018. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a également présenté une communication portant sur la restructuration du fonds d'aide publique à la presse privée nationale. Les résultats du Conseil des ministres réunis hier ont été commentés par certains membres du gouvernement. Monsieur Izid Bir Mohamed Mahmoud, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté un certain nombre de projets de loi, dont une communication sur la restructuration du fonds d'appui public à la presse privée en Mauritanie qui s'inscrit dans le cadre du processus qui vise à améliorer les critères de choix des bénéficiaires et rechercher des ressources supplémentaires. Il a relevé que la commission de supervision du fonds étudie actuellement la possibilité d'étendre le champ des bénéficiaires et planche sur un plan d'action annuel avec la révision de la faisabilité de cet appui en plus de son évaluation. À son tour, M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouné, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, a passé en revue les objectifs du projet de décret portant sur la représentation des centrales syndicales. Le ministre a précisé qu'il a pour objet notamment d'organiser des élections pour déterminer les organisations syndicales habilitées à représenter les travailleurs. Le ministre a réaffirmé que cette mesure intervient en application des directives du président de la République, Mohamed Abdelaziz, afin de donner le droit à la représentation des travailleurs, et ce, conformément aux dispositions des articles 65 et 90 du Code du travail. Pour sa part, M. Nani Ould Chrouqa, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, a déclaré que le Conseil a étudié et a approuvé une communication sur l'élaboration d'une stratégie de développement du secteur des pêches pour la période allant de 2015 à 2018. Le ministre a précisé que l'objectif est de définir une stratégie de développement durable du secteur des pêches pour la dite période et d'adapter ces objectifs avec les orientations de la politique du gouvernement dans les autres domaines et d'assurer la maîtrise de la production maritime dans un contexte de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. Cette stratégie, a ajouté le ministre, à laquelle tous les acteurs seront impliqués, va fixer les voies et moyens permettant de tirer profit de la ressource halieutique et de créer un système d'exploitation, de transformation et de promotion favorisant sa pérennité et créant une plus-value pour relever la production et rationaliser la gestion de la gouvernance. Les ministres ont par la suite répondu aux questions des journalistes présents à cette conférence de presse. Une conférence de presse qui s'est tenue donc au ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile. Et pendant ce temps, à quelques kilomètres plus loin, ici toujours à Nouakchott, au Palais des Congrès précisément, s'est tenue la séance de clôture du grand colloque scientifique sur la corruption et les détournements
des deniers publics. Un colloque donc des travaux ont été clôturés hier ici à Nouakchott. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de ce colloque et qu'il a organisé? Élément de réponse avec Moussa Ndiaye. Au cours des travaux du colloque scientifique organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en collaboration avec l'Association des Oulémas de Mauritanie, sous le thème « Le respect des biens publics et la lutte contre la corruption et la gabégie », en prenant en référence les recommandations de l'islam, les participants à cette rencontre ont insisté sur la nécessité de mettre en exergue les recommandations visant à renforcer la gestion des ressources publiques. Quelques participants que nous avons rencontrés ont loué les efforts des organisateurs de cette rencontre. Ils ont aussi mis l'accent sur l'importance des différents thèmes qui ont été abordés au cours de cet atelier. D'autres ont ajouté que cette rencontre est l'une des preuves de la lutte contre la mauvaise gestion des ressources publiques ou encore contre la gabégie dans notre pays. Il est à noter que les participants ont discuté plusieurs thèmes où des exposés ont été présentés sur la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le rôle que doit jouer l'imam en vue d'orienter la société dans la gestion des biens publics avec transparence. Voilà, direction maintenant à notre capitale économique, Nouadhibou. Nouadhibou qui vit à l'ère donc du repos biologique pour la pêche du poulpe. Un repos bien salué notamment par les pêcheurs, ce qui leur permet, disent-ils, donc de s'adonner à la réparation de l'ère matérielle des Dalifal. Malgré l'interdiction par le ministère des Pêches et de l'Économie maritime par arrêté de la pêche au poulpe dans l'ensemble des eaux maritimes sous juridiction nationale à partir du 21 août 2014 à minuit, et ce jusqu'au 30 novembre prochain à 0h, ce port connaît une intense activité. Du lever au coucher du soleil, des hommes s'activent dans ces lieux. Des hommes chaussés de bottes s'activent tout le long de cet espace matériel de pêche, filets, pots de poulpe sortés de leur réserve du vieux port pour être réparés. Cet homme déclare que l'arrêt imposé par les pouvoirs publics était nécessaire. Il permet une reproduction des espaces, mais surtout, il constitue une occasion pour les pêcheurs de s'occuper de leurs outils de travail, comme les filets qu'ils réparent, afin de respecter les consignes données par la pêche dans ces eaux. Cet autre se félicite de la mesure, mais surtout de la mauritanisation du secteur. Pour lui, seuls les nationaux sont préoccupés par l'environnement dans lequel ils opèrent. Non loin de là, ce sont des industries de conservation des poulpes qui roulent au ralenti, mais cela ne semble point les gêner. Ici, c'est le lieu du traitement, de la conservation et de la mise en carton du poisson avant le stockage. Tout à fait autre chose dans ce journal ce soir, les denrées alimentaires qui abondent dans nos marchés, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, mais faut-il accorder une attention, une confiance aux étiquettes qui sont sur ces denrées? Une question bien difficile à répondre, et c'est valable pour les denrées alimentaires à Nouakchott comme à l'intérieur du pays. Quelle est la responsabilité? Qui est responsable de tout cela? Élément de réponse avec Melika Nakli. Les consommateurs font face à un changement drastique de leurs habitudes avec l'arrivée sur les marchés de produits alimentaires ayant une date de péremption bien définie dont ils se seraient bien passés, ne sachant pas comment y faire face. C'est ainsi qu'une majorité de citoyens font leur emplette sans même prêter attention à l'étiquetage mentionné, que d'aucuns considèrent comme étant un simple fait d'écriture que l'on peut modifier à souhait d'un trait. Comme toutes les choses, les produits alimentaires peuvent voir leur date de péremption arriver à échéance. Et alors, où on les jette, parfois les produits arrivent sur le marché en étant frais, mais ne trouvent pas d'acheteurs, alors ceux-ci sont jetés également. Ceci pose un sérieux problème, particulièrement pour les produits envoyés à l'intérieur du pays et qui sont périmés. À qui donc la responsabilité? Il m'arrive d'effectuer un voyage dans la même journée, mais cela peut prendre 2 ou 3 jours si les produits alimentaires doivent être chargés à partir de différents points de vente. Des dizaines de camions se dirigent quotidiennement vers les marchés de l'intérieur, transportant les produits alimentaires périssables dont certains devraient être soumis à une chaîne de froid inexistante, d'où les conséquences sur la santé des individus. Le port autonome de Nouakchott est l'un des principaux points d'arrivée des produits alimentaires avant d'être acheminés sur l'intérieur. Où se situent les responsabilités?
À l'arrivée du bateau, les produits alimentaires sont examinés soit dans des points alloués à cet effet ou à l'extérieur du port. Puis c'est au tour de la douane de décider de la permission ou non d'entrée de ces produits sur le territoire. Pour un certain nombre de critères, les ministères de l'Agriculture, de la Pêche ou de la Santé ont un rôle à jouer. Le problème de la péremption des produits alimentaires est toujours latent. Le représentant de Maersk précise le rôle de sa société en ce qui concerne le dispatching et l'entreposage des conteneurs. Selon les responsables du port, la douane présente au port joue également son rôle dans l'inspection des produits quant à sa qualité. Si les produits alimentaires font l'objet d'une chaîne de vérification et de procédure, le citoyen est l'ultime garant de sa santé. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec cette mobilisation internationale face à l'évolution de la fièvre Ebola, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Ainsi, l'Union africaine vient d'annoncer une réunion d'urgence pour ce lundi à Addis Ababa. L'objectif, c'est de définir une stratégie au niveau du continent. L'OMS continue pour multiplier les réunions. Aujourd'hui, elle a réuni un comité d'experts, un comité qui déclare travailler sur la mise en place de 2 vaccins dont la sécurité sanitaire sera connue le mois de novembre prochain. Les Nations Unies, en tout cas, se sont fixées comme objectif de stopper donc la fièvre d'ici les 6 et 9 mois prochains. De son côté, la Commission européenne vient de débloquer une aide financière de 140 millions d'euros pour les 4 pays les plus touchés, à savoir la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. La Banque mondiale, elle aussi, avec l'UNICEF, viennent d'offrir du matériel pour ces pays. En tout cas, cette fièvre Ebola a déjà fait plus de 2000 morts. Rappelez-vous, c'est un chiffre que vous connaissez bien lors de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, plus de 2000 morts du côté palestinien en 50 jours de bombardement. Et malgré le cessez-le-feu qui est en vigueur depuis plus d'une semaine, eh bien, Israël poursuit ses provocations contre les Palestiniens. En effet, Israël vient d'annoncer un appel d'offres pour 840 nouveaux logements dans une colonie située dans le nord-ouest de la Cisjordanie, une annonce qui intervient quelques jours seulement après celle de l'appropriation de 400 hectares de terres palestiniennes près de Beit Lahm, et cela toujours par Israël. Israël et les Palestiniens, un dossier qui a été examiné lors du sommet de l'OTAN tenu au Pays des Galles et qui s'est achevé aujourd'hui, un sommet qui a été dominé, bien entendu, par la lutte contre les djihadistes de l'État islamiste, et à cette occasion, les États-Unis ont proposé la création rapide d'une grande coalition pour faire face à ce mouvement actif en Syrie et en Irak, une proposition qui a été endossée par les pays participants qui ont également décidé la mise en place d'une force d'intervention, d'une force de réaction rapide destinée donc à faire face à toute agression contre les alliés de l'Est qui font face à la Russie, une force de réaction rapide forte de 4000 hommes qu'on peut mobiliser et qu'on peut déployer en un délai de 5 jours, et cela à travers le monde. Autre crise qui a dominé ce sommet est la crise, bien sûr, ukrainienne. Et d'ailleurs, le sommet de l'OTAN a salué le cessez-le-feu annoncé aujourd'hui entre le gouvernement de Kiev et les séparatistes pro-russes. Un accord préliminaire signé aujourd'hui à Minsk, la capitale de la Biélorussie, par les différents protagonistes. Les membres de l'OTAN ont annoncé qu'ils saluent cet accord, mais il reste prudent. En tout cas, les sanctions contre la Russie restent en vigueur tant que l'engagement russe là-bas n'est pas terminé. Et en tout cas, c'est cessez-le-feu qui est entré en vigueur en principe cet après-midi, s'il est respecté, met ainsi fin à 5 mois de guerre dans l'est de l'Ukraine. Et puis on va terminer ce journal par une bonne nouvelle. L'accord de paix signé aujourd'hui au Mozambique, accord de paix signé entre le président de Guza et les chefs de la rébellion la Renamo, un accord signé aujourd'hui et qui met fin donc à 2 ans de combats sporadiques entre les deux parties et qui ouvre en même temps la voie
à des élections prévues pour le mois d'octobre prochain. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes revenus sur les travaux du Conseil des ministres d'hier. Conseil des ministres d'hier, donc, pour parler des textes qui ont été examinés et adoptés et qui ont été commentés par les ministres concernés au cours d'une conférence de presse tenue hier. Et puis, une autre chose, c'est cette force de réaction rapide créée par l'OTAN à l'issue de son sommet au pays des Galles, le sommet qui s'est achevé aujourd'hui, une force de réaction rapide forte de 4000 hommes. Et ici, c'est la mobilisation internationale face à Ebola. Mobilisation avec une réunion d'urgence de l'Union africaine, avec des réunions du comité d'experts de l'OMS et avec une aide financière annoncée par la Commission européenne au profit des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.